Chapitre 51. Le chef de secteur avait compris une chose. S'il ne pouvait plus agir dans l'ombre, il allait agir en plein jour. Pas avec des bottes dans la neige, ni avec des lampes dans le bois. Avec une arme plus propre, l'opinion publique. Dans un petit bureau municipal transformé en salle de presse improvisée, il se plaça devant 2 caméras régionales, un micro et un drapeau du Québec en arrière-plan. Le décor avait quelque chose de simple, presque honorable. Mais son visage ne l'était pas. Il avait peur, il avait honte, il venait de recevoir un avertissement dans sa propre cuisine, et il avait compris que la voix pouvait lire ce qu'il préparait avant même qu'il signe quoi que ce soit. Alors il choisit une autre voie. Il se convainquit que ce n'était pas toucher à Yvon. C'était parler au public, reprendre le récit, protéger la population, donner une version officielle avant que la panique se répande. C'est toujours comme ça que les hommes de pouvoir recommencent. Ils changent le nom de leur faute, puis ils espèrent que le mensonge aura l'air d'une responsabilité. Il inspira devant les caméras, et il mentit. Sans crier, sans trembler, sans s'excuser. Il déclara qu'un détective privé de Montréal s'était introduit dans le secteur, qu'il avait mis en danger une citoyenne vulnérable et refusé de coopérer avec la police du coin. Il insinua que Yvon nuisait à une enquête sensible, créait de la panique, empêchait les autorités de faire leur travail, et qu'il fallait laisser les professionnels gérer la situation. Il ne prononça pas le nom du narrateur. Il n'osa pas. Mais il fit pire. Il construisit une version où la police devenait la victime. Et Yvon, le perturbateur. Le village pouvait croire ça. Parce que croire ça, c'est simple. Ça garde le monde familier, ça protège la cage. Ça permet de dormir en pensant que le danger vient de l'étranger, pas de la maison d'à côté. Les journalistes posèrent 2 questions molles. Le chef répondit avec des phrases prêtes. Il parla de procédure, de sécurité, de collaboration, et d'une enquête active qui ne devait pas être compromise. Il mentait comme un homme qui avait appris à mentir en uniforme. Pendant ce temps, dans la forêt, Yvon ne savait pas encore qu'il venait d'être transformé en cible publique. Il avançait dans la neige avec la femme blessée, le souffle court, les doigts gelés, l'attention totale. Poutine ouvrait le chemin devant eux, concentré et presque silencieux. La lueur aperçue entre les arbres restait devant, basse et fixe. Yvon cherchait encore un angle mort, une minute de plus, une place où la cage mettrait plus de temps à refermer ses mains. Au bureau municipal, le chef continua. Plus il parlait, plus sa voix reprenait une forme d'autorité. Il sentait les caméras, les micros, les regards, et cette vieille illusion que le décor officiel peut laver une faute. Puis son téléphone privé vibra en pleine déclaration. Il s'arrêta une fraction de seconde, assez pour que la caméra capte le malaise. Il repoussa l'appel. Le téléphone vibra encore. Une 2e fois. Puis une 3e. Un journaliste leva les yeux. Le chef sentit sa gorge se serrer. Il savait, avant même de regarder l'écran, il savait. Il décrocha sans mettre le haut-parleur. Mais le silence dans la pièce devint total. La voix entra dans son oreille comme une lame froide, calme et parfaitement posée. Elle lui dit bonjour. Puis elle ajouta simplement qu'il venait de mentir. Le chef tenta de répondre. Aucun mot ne sortit correctement. La voix lui rappela qu'elle avait donné un ordre. Ne pas toucher au trio. Ne pas chercher le lecteur. Ne pas gérer la femme. Ne pas contourner la règle. Il n'avait pas obéi. Pas avec ses mains. Avec sa bouche. La voix expliqua que le mensonge public contamine tout le monde en même temps. Il transforme des citoyens en chasseurs, des voisins en complices, des policiers en victimes, et une preuve vivante en menace à effacer. Le chef murmura qu'il voulait protéger la population. La réponse tomba sans variation de ton. Non, il voulait protéger son nom. Puis la sentence arriva. Pas plus tard, pas demain, maintenant. 4 vies, directes dans sa famille, comme Montréal. Le sang quitta son visage. La voix ajouta qu'il restait encore du monde avec des fautes dans son arbre généalogique. Des gens qui avaient profité, fermé les yeux, ri d'une rumeur ou couvert une histoire en se disant que ce n'était pas leur problème.
ce n'était pas de la magie. C'était la nature humaine quand personne ne regarde. Puis la voix conclut. Il avait voulu contrôler le récit. Elle allait lui rappeler qui écrivait. La ligne coupa. Le premier appel entra. Puis un deuxième. Puis un troisième. Puis un quatrième. Chaque vibration arracha un morceau de son visage. Les caméras captaient tout. Pas les scènes, pas les corps. Seulement le moment où le pouvoir comprend qu'il est nu. Un agent murmura à son oreille. Le chef recula comme si la phrase l'avait frappé. Il s'effondra sur sa chaise. Il ne pleura pas, il se brisa. Les nouvelles régionales explosèrent. 4 morts, 4 scènes, 4 carrés noirs. Même loin de Montréal, le Québec comprit que la voix pouvait entrer dans les villages, les cuisines, les familles et transformer un mensonge local en horreur publique. Le chef avait voulu faire de Yvon un problème. Il venait de devenir un chapitre. Dans la forêt, le téléphone de Yvon vibra. Un message bref de son contact apparut. Il t'a accusé publiquement. Le narrateur a frappé. 4 morts dans sa famille. C'est la folie. Yvon s'arrêta une seconde. La femme sentit son bras se tendre et leva les yeux vers lui. Elle ne lut pas le message, mais elle comprit que quelque chose venait encore de tomber. Yvon rangea le téléphone sans rien dire. La neige descendait doucement entre les branches. Le monde avait l'air calme, presque beau, comme si le Québec savait offrir une belle nuit même quand les humains y déposaient leurs pires fautes. Poutine fixait l'obscurité devant eux, oreille droite. Quelque chose approchait peut-être. Ou quelque chose attendait déjà. Yvon comprit surtout que la cage venait de recevoir une décharge. Les loyautés allaient trembler. Les protections allaient fissurer. Ceux qui avaient cru pouvoir choisir une version officielle allaient maintenant se demander laquelle les ferait survivre. Mais une cage qui tremble ne s'ouvre pas toujours. Parfois, elle se resserre. Le mensonge public du chef venait de changer la nuit. Entre la version officielle et les 4 morts, la peur allait choisir ses propres chemins. Yvon regarda la femme. Elle tremblait encore, mais ses yeux n'étaient plus seulement fuyants. Elle avait compris que le chef venait de perdre quelque chose d'immense. Pas le pouvoir. L'illusion que son pouvoir restait propre. Yvon lui dit qu'il devait continuer. Elle hocha la tête. Poutine avança de quelques pas, puis s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent. Son museau se leva. Yvon se figea. Devant eux, au-delà des arbres, la faible lueur semblait plus proche. Mais il y avait autre chose maintenant. Une présence immobile. Pas un policier. Pas un chasseur. Quelqu'un qui ne courait pas. Quelqu'un qui attendait, Yvon ralentit. La femme retint son souffle. Poutine ne grogna pas. Il resta simplement tendu vers l'avant. Yvon comprit alors que la région n'était pas un détour. C'était le cœur du secret.